Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité. C'est du 100% Alsace, du 100% régional. Et Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot, sera avec nous dans quelques minutes, accompagnée de son invitée Amandine Aubert, PDG de Eco Green Energy et lauréate du trophée Femmes de l'économie, excusez du peu. Mathieu Chanvillard, pas beaucoup de boulot pour lui aujourd'hui. Les IS, c'était sous une pluie ininterrompue. On fera quand même le point. Tanguy Flores et l'actualité de Tchap avec la SPA et une campagne de stérilisation des chats libres. Il faut dire cela, et non plus des chats errants. Et notre invité Frédéric Hubrich-Dagui du magasin solidaire des Berthes et des Pamures. On fera un point sur cette nouvelle économie responsable. Avant cela, c'est le JT. Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, 1,650 millions d'enveloppes à envoyer d'ici demain. C'est le défi de l'entreprise orinoise chargée de mettre sous pli les professions de foi des candidats aux élections européennes. Une course contre la montre que nous avons suivie. Zoom ensuite sur une entreprise alsacienne qui développe des objets adaptés pour les personnes souffrant de déficiences visuelles. Et puis vous avez peut-être collectionné plus jeune des vignettes autocollantes de joueurs de foot ou autres. Si cela vous manque, vous pourrez bientôt acquérir un album du quartier strasbourgeois de la Méno. Une compagnie artistique, une photographe et des habitants du quartier collectent actuellement souvenirs et photos des lieux emblématiques. À 5 jours des élections européennes, vous allez bientôt recevoir les enveloppes contenant les professions de foi des candidats. C'est l'effervescence dans l'entreprise orinoise chargée de les mettre sous pli. Elle a remporté l'appel à projet de la préfecture du Bas-Rhin pour effectuer cette mission selon des règles très strictes. Une course contre la montre suivie par Camille Roland. Depuis une semaine, les petites mains de cette usine orinoise sont à l'œuvre pour mettre sous pli 2 800 000 circulaires et 33 millions de bulletins de vote. Le but, les envoyer avant la date limite de dépôt, demain à minuit. Chaque étape de préparation de la propagande des partis candidats aux élections européennes est ainsi bien réglementée. Les propagandes ne sont pas imprimées par nous, elles sont livrées par d'autres imprimeurs, choisies par les candidats, et qui avait pour obligation de les livrer au plus tard le 14 mai à 14h. Et comme on peut le voir, quel que soit le document, ils ont tous le même poids et tous la même taille. C'est accordé avec les préfectures pour l'ordre d'insertion des documents, qui est une installation totalement, équitable et pour l'ensemble des candidats. Et pour être dans les temps, l'entreprise spécialiste de la gestion de flux documentaires s'est organisée. Une dizaine de machines assemblent chacune 4000 documents et près de 150 intérimaires ont été embauchés pour l'occasion. Ainsi, pendant 8 jours, l'entreprise tourne 24 heures sur 24. L'ensemble de ces documents qui sont là, la machine va les rassembler et va les assembler avec un papier plié en deux pour pouvoir faire un ensemble qu'on peut mettre sous enveloppe. Les documents suivent toute une chaîne de montage. Assemblage, mise sous enveloppe, puis direction les camions. Les bacs sont acheminés par voie postale dans les communes et mairies en fonction de la tournée des facteurs. Par le passé, ces préparations étaient faites généralement directement par les préfectures, mais occasionnaient effectivement un accompagnement de main-d'œuvre extrêmement important et avec des problématiques de délai. Donc nous, on a monté ce système-là qui nous permet effectivement de fiabiliser le système et d'être sûr, effectivement, sur une quantité raisonnable, d'opérer dans les temps définis. Chaque jour, des agents de la préfecture vérifient par des contrôles inopinés la conformité des documents et le respect du calendrier. Ok, le compte est bon. Merci madame. Au total, 13 listes sur les 34 ont fourni leur profession de foi et seulement une dizaine les bulletins de vote. Les candidats en fait transmettent leurs circulaires et leurs bulletins de vote à une commission nationale de propagande qui valide donc en fait les circulaires et les bulletins de vote. Il y a des partis donc, qui n'ont transmis ni circulaire ni bulletin de vote. Alors en revanche, ils ont un site internet, donc l'électeur peut très bien imprimer en fait le bulletin de vote à partir du site internet du candidat. C'est plutôt les petits partis donc qui n'ont effectivement pas les moyens d'avancer.
Si un parti obtient 3% des suffrages, alors il sera remboursé de ses frais d'impression. Il reste 4 jours aux 759 578 électeurs du Bas-Rhin pour faire leur choix avant de se rendre aux urnes. Et parmi les listes qui se présenteront dimanche, nous nous arrêtons aujourd'hui sur la numéro 13, celle du Parti fédéraliste européen. 9 Alsaciens figurent parmi les 79 candidats et parmi eux 6 membres du mouvement Objectif Eurorégion Alsace. On les écoute au micro de Camille Roland. Nous sommes pour un gouvernement européen. Nous sommes pour un socle social, fiscal qui protège les citoyens. Nous sommes pour une PAC simplifiée pour tous les agriculteurs. Et nous sommes pour une prise en compte des régions dans l'Union européenne. Actuellement, l'Europe, c'est une Europe surtout des États, des lobbies, et nous aimerions que soient mieux représentés les citoyens et les régions. On défend une région Alsace ouverte à 360 degrés, qui soit réellement intégrée dans un espace rhénan, avec pour défendre l'emploi, la recherche, le développement, l'écologie, la santé. On pense que c'est le bon échelon. Et un repli national serait une grosse erreur pour la région Alsace. Et dans le reste de l'actualité, en bref, si vous habitez à Erstein ou dans ses environs, le polder a été mis en eau aujourd'hui. Une opération qui sert normalement à prévenir les crues du Rhin. Mais il s'agit aujourd'hui d'une submersion écologique pour protéger la faune et la flore. Il est donc impératif d'éviter le secteur. La zone est interdite au public et le remplissage devrait se poursuivre jusqu'à jeudi. Et puis, la liaison TGV entre Mulhouse et Belfort pourrait être opérationnelle dans 10 ans. C'est ce qu'ont annoncé cet après-midi les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, et c'est un engagement de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. En France, 1,7 million de personnes sont atteintes de troubles de la vision, une déficience qui peut entraîner des difficultés pour intégrer le monde professionnel ou accomplir certaines tâches du quotidien. Alors des entreprises développent des produits adaptés, parmi elles l'alsacienne C'est Flou. Elle fait en ce moment un tour de France pour faire découvrir sa gamme et pendant 2 jours elle s'est arrêtée à la Maison de l'Alsace à Paris. Nora Borioa. Claude fait partie des 1,7 million de Français atteints de troubles de la vision. Depuis 12 ans, elle retrouve un peu d'autonomie grâce à des objets adaptés à la déficience visuelle, comme ce téléphone qu'elle vient de s'acheter. Il affiche de gros caractères et lui parle. Par exemple, pour me constituer mes contacts sur l'ancien téléphone que j'avais, j'ai dû faire appel à des mains mercenaires. Là, je pense que je vais arriver à le constituer moi-même parce que je vais lui parler et lui dire inscrivez telle personne avec tel numéro. Et je vais pouvoir envoyer des SMS aussi. Alors, il va falloir que j'annonce ça à tous mes correspondants, qu'on peut même désormais m'envoyer des SMS. Et je pourrais répondre en SMS. Montre à gros caractères, loupe grossissante ou lunettes connectées avec caméra intégrée, la société alsacienne C'est Flou propose plus de 800 objets pour faciliter le quotidien des malvoyants. Pendant 2 jours, elle s'est installée à la Maison de l'Alsace à Paris pour aller à la rencontre des Parisiens. Alors j'ai commencé par de l'achat-vente, mais c'est vrai qu'après on commence à fabriquer aussi des montres, maintenant, des porte-clés, des choses comme ça. Mais le but, c'est d'avoir le plus grand choix en France de produits, ce qui est aujourd'hui le cas. Donc c'est un peu le Amazon dans la basse vision. Voilà. C'était le leitmotiv dès le départ. Plus on a de choix, plus on répond aux besoins. Parce que les gens qui ont des problèmes de vue ont des besoins chacun différents, chacun spécifiques. Pour se faire davantage connaître auprès des malvoyants, mais aussi les professionnels de santé, C'est Flou entreprend un tour de France depuis le 18 avril. Certains objets restent onéreux. Un téléphone filaire avec guide vocal peut coûter 129 €. N'étant pas couvert par l'assurance maladie, C'est Flou propose aussi de la location. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Vous connaissez sans doute les albums de vignettes autocollantes qui permettent de collectionner joueurs de foot ou super-héros. Eh bien, 30 lieux emblématiques du quartier strasbourgeois de la Méno seront bientôt répertoriés dans un album imaginé par la compagnie Lieu au Carré qui propose de l'art dans l'espace public. Il vise à rassembler souvenirs et témoignages des habitants. L'heure est actuellement au repérage pour les photos. Reportage Fanny Kutz.
Le parc Schulmeister, il a été plébiscité, enfin, c'est le lieu quasiment qui a été le plus de fois nommé. Avec quelques autres lieux du quartier. Transposer la vie du quartier de la Méno dans un album de vignettes à collectionner, c'est l'idée de Lucille. Depuis plusieurs mois, elle multiplie les allers-retours pour repérer les lieux et rencontrer ses habitants, témoins du passé du quartier. Entre Crimerie, le Baggersee et ici le parc Schulmeister, en tout 30 lieux seront retenus pour apparaître dans l'album. Des lieux chargés d'histoire, parfois disparus, mais incontournables du quartier de la Méno. On avait envie de réaliser un projet artistique de territoire qui s'inscrive sur un temps plus long et qui soit imaginé du point de vue de celles et ceux qui y vivent. Qu'est-ce que c'est l'espace public? Comment on fabrique l'espace public? C'est pas forcément en coulant du béton qu'on crée de l'espace public. C'est aussi une histoire de rencontre, c'est une histoire de lieu de rencontre. L'œil de la photographe Paola Guigou accompagne aujourd'hui la compagnie dans sa démarche. C'est elle qui sera chargée de tirer les portraits de vie et de prendre les clichés qui seront la base de l'album. Je pense qu'on a envie de quelque chose de vivant dans ce street album, donc ça va être sur de la couleur, quelque chose d'actuel. Surtout qu'on risque de faire le pendant parfois avec des images d'archives qui elles seront certainement en noir et blanc. Donc comme ça on pourra faire un peu la différence et faire le pont entre hier et aujourd'hui. Et pour mettre en œuvre ce projet, la compagnie a fait appel aux habitants du quartier de la Méno. Pour l'instant, 80 familles, des commerçants et des acteurs du quartier ont partagé leurs lieux préférés et souvenirs d'enfance, comme Jacqueline et Chantal ce matin. Membres de l'association des locataires de la Société immobilière du Bas-Rhin du quartier de la Méno, elles vivent ici depuis toujours. Les écoles, le centre culturel, la place de l'Île-de-France, la rue de la Canardière sont autant d'endroits qu'elles affectionnent. Ça fait connaître la Méno d'un autre angle, le côté historique que les gens ne connaissent pas forcément en habitant à la Méno, puisque ça a beaucoup évolué, beaucoup bougé, et donc il y a encore beaucoup d'anciens, et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu de l'époque que tout le monde a appréciée, je pense. Pour moi, ça représente comme un grand village, je le dis souvent, et on y fait de belles rencontres. Le quartier étant joli, on peut se diriger vers le Baggersee, comme le parc Schulmeister, le Racing est célèbre, on y vit bien. Grâce aux témoignages ce matin, une vingtaine de lieux ont déjà été recensés, des perles pour la compagnie artistique. C'était très riche, parce que l'album Panini de la Méno, ça va beaucoup être des lieux aujourd'hui, avec des tranches de vie en photo d'aujourd'hui, actuels, mais aussi avec des clins d'œil sur les souvenirs passés, la mémoire, des lieux qui ont disparu, ou des photos d'archives qui sont remarquables et qui racontent aussi quelque chose de l'évolution du quartier. Une fois finalisé, l'album devrait être édité à 2000 exemplaires d'ici janvier 2020. Il sera distribué gratuitement et avec la complicité des commerces de proximité, les habitants du quartier pourront récupérer les vignettes sous forme de chasse au trésor. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Une nouvelle preuve de la force de l'identité alsacienne, la célèbre eau de Badois a présenté aujourd'hui aux internationaux de tennis de Strasbourg une bouteille en verre de 33 centilitres aux couleurs de l'Alsace. Seules 4 villes et 3 régions françaises ont droit à cet honneur. La marque précise d'ailleurs que c'est en raison de l'attachement des Alsaciens à leur région que cette série spéciale a été lancée. Elle n'est pour l'instant disponible que dans les cafés et les restaurants. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On accueille le plateau du soir Mathieu Chanvillard, le journal des IS, Sabrina Keller et son invité Amandine Aubert, PDG de EcoGreen Energy, et notre invité Frédéric Hubrich-Dagui. Installez-vous Frédéric, du magasin Solidaire qui porte un drôle de nom, on va en parler dans un instant, des Berthes et des Pamures. J'ai bien dit des Berthes et des Pamures. Tout cela c'est juste après la météo, c'est parti. Déconter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Et en ce mercredi matin, le soleil sera présent en Alsace ainsi que dans le nord de la Suisse, avec certes quelques passages nuageux, mais rien de méchant. Chez nos voisins allemands, par contre, le ciel sera dominé par les nuages. Les valeurs dans votre matinée, il fera 10 degrés dans le nord du Bas-Rhin ainsi qu'à Mulhouse, 11 degrés à Colmar et Strasbourg ainsi qu'aux frontières rhénanes. Votre après-midi, ça s'améliore côté allemand puisque le soleil pointera le bout de son nez de temps en temps partout ailleurs. Un temps qui reste stationnaire avec éclaircies et passages nuageux. Les températures dans votre après-midi, 20 degrés de Colmar, Strasbourg jusqu'à Wissembourg, 19 degrés à Saverne et Mulhouse ainsi qu'aux frontières rhénanes. Votre journée de jeudi, ce sera la meilleure puisque le soleil sera très généreux notamment en Alsace et les valeurs iront de 20 à 22 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons les Émiles. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 5h40 pour nous dire au revoir à 21h11. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Décompter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Et Frédéric Hubrich-Dagui est notre invité du magasin solidaire des Berthes et des pas mûrs. C'est une expression qu'on utilise assez souvent. Vous allez nous parler de ce concept solidaire qui a maintenant 3 années. Il est né de quoi, Frédéric ? Il est né probablement d'abord de ma chance d'avoir eu le bonheur d'être maman et d'avoir pu, par le fait de produits d'occasion, joliment élever mes enfants en faisant qu'ils manquent de rien. Donc, première approche, c'était l'économie familiale, en fait. C'est-à-dire qu'on achète un t-shirt à son fils, il va durer 3 mois ou 6 mois, et après, c'est trop petit, on a dépensé des sous. Voilà. Et alors qu'il a une seconde vie, c'est ça un peu ? Absolument. En fait, les enfants grandissent trop vite, les affaires restent très jolies, elles méritent d'être transmises. Et quand je parle d'affaires, je ne parle pas seulement du vestimentaire. C'est ce qu'on voit sur les images, c'est un petit peu tout. On va y revenir. Pourquoi ce nom des Berthes et des pas mûrs ? Justement, c'est un clin d'œil, effectivement. Peut-être qu'il me ressemble un peu parce que ça a le sceau de l'originalité. Et puis, j'aimais me rapprocher de cette expression à laquelle ça fait penser, évidemment, des vertes et des pas mûres, parce que la vie en est jalonnée souvent et on dépasse tout le temps ces phases un peu compliquées pour... Mais pourquoi Berthe ? Eh bien, Berthe... Au-delà du jeu de mots. Ah oui, bien sûr. C'est un prénom. Alors, je fais allusion à une histoire qui m'est arrivée dans mon enfance. Mon frère m'avait affublé de ce prénom et ça m'avait horrifiée. Et c'est revenu une vengeance gratifiante, peut-être, car en fait... métier maintenant. Voilà, Vous exactement. êtes la fondatrice des Berthes et des pas mûrs. Et j'ajoute que c'est ma dernière fille qui a fait l'amalgame pour trouver l'expression au moment où on cherchait à finaliser le nom. Et voilà. Donc même la famille a recyclé le nom aussi. Voilà. Le principe, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé d'acheter des produits neufs tout le temps. Exactement, vraiment. Et même, j'ai envie d'inverser la phrase, presque devenu obligé de ne plus acheter de neuf car la situation de la planète est criante. Et aujourd'hui, encore plus qu'il y a 3 ans à la création, je me sens vraiment investie de cette démarche et de cette mission d'inviter les gens à y réfléchir et à s'équiper en deuxième vie pour cette économie circulaire tellement logique et qui fait du bien à leur porte-monnaie et à la planète par le fait aussi. Alors, par le bon sens, pourtant. Enfin, ça s'est fait pendant des siècles dans plein de sociétés. En fait, acheter du neuf et consommer du neuf, c'est un travers de notre époque moderne, mais à l'échelle de l'humanité, c'est presque une anomalie. Vous avez raison, et malheureusement, il y a des sauts sociétaux qui font que on apporte une bonne image à son enfant ou famille ou autre, ou à son ethnie, en fait, d'acheter du neuf pour glorifier l'arrivée de l'enfant. Et la démarche d'acheter de l'occasion, finalement, elle n'est, comment dirais-je, adoptée que par des gens qui réfléchissent plus, au-delà de l'aspect économique, des gens qui pourraient même d'ailleurs avoir les moyens, mais qui réfléchissent réellement à cette logique que vous dites effectivement ancestrale et qui a besoin maintenant de revenir complètement dans nos us et coutumes. Alors il faut que ça marche des Berthes et des pas mûrs, bien évidemment. Vous m'avez dit, ce petit bébé qui a 3 ans, il n'est pas réellement encore sorti de la couveuse. C'est-à-dire que vous envoyez un peu des Berthes et des pas mûrs, si je puis dire. C'est compliqué de faire exister le concept. Donc profitons-en ce soir pour le faire. Qu'est-ce qu'on trouve quand on vient chez des Berthes et des pas mûrs ? On trouve un bienvenu. Bienvenue madame, bienvenue messieurs. Bienvenue Frédéric.
Merci, et merci vivement de m'avoir bienvenue ce soir. On trouve donc ce que vous voyez, je pense un peu sur les images, tout l'univers, et je l'ai bien mis dans mon enseigne, à savoir, comme dit, le vestimentaire, mais le jeu, l'éveil, le jouet, la grosse puériculture qui coûte terriblement cher, aucun sens d'acheter un landau tout neuf pour son petit nourrisson, parce qu'un bon nettoyage, etc., ça, voilà, très souvent, ça le fait. La puériculture aussi, on trouve des luges en hiver et des skateboards en été. Et des rollers, exactement, des jeux pour le bac à sable, on trouve du déguisement, de la fête, du sport. Les enfants font du sport, c'est coûteux, et donc aussi des vêtements de sport. Et puis je fais de la recherche à la demande, j'ai créé plusieurs services, je loue des produits de puériculture. Un ami arrive, il faut un lit parc, il faut une baignoire, un siège auto. Je fais de la recherche à la demande, dans mon petit carnet, je note. Comment ça se passe dans l'autre sens? On peut vous déposer des choses, vous venez chercher, comment ça se passe? Alors les deux, j'ai mes petites chines, parce que dans mes talents d'avant, depuis longtemps, il y a des petites filières où j'adore chiner, trouver et donner une deuxième vie, parfois en remettant même à neuf. J'aime faire ça, j'ai quelques... Alors je veux bien qu'on explique cette dernière question, le concept. Par exemple, Amandine regarde un petit peu dans ses affaires, elle a pas mal de choses, etc., qui peuvent avoir une deuxième vie. Elle prend rendez-vous avec vous, elle vous montre son matériel à vendre, et la suite, c'est quoi? On évalue le prix ensemble, sachant que j'ai une petite base, voilà. Je crée pièce par pièce avec elle, si elle veut bien prendre le temps, donc le dépôt des articles et le prix donné. Elle repartira avec un contrat signé des deux parties qui explique les petites lignes des durées, etc. Et lors des ventes, évidemment, je fais l'étiquetage, la mise en rayon, la mise en valeur. J'utilise aussi d'autres réseaux pour proposer mes produits, pour faire venir plus de monde aussi. Et après vente, donc, cela génère un crédit, un avoir. C'est ça qui est intéressant sur l'économie circulaire, c'est que si vous vendez des affaires, vous récupérez donc cet argent, mais cet argent, il est à dépenser dans la boutique pour prendre d'autres affaires pour vos enfants. Exactement. Une luge, un skateboard ou des choses comme ça. Et des vêtements, parce qu'il grandit, effectivement. Donc oui, c'est exactement ça, vraiment dans l'osmose de... Et bien, regardez bien sur ces images où se trouvent des Berthes et des pas mûrs. C'est à Strasbourg, rappelez-nous juste l'adresse. Oui, rue de Molsheim, numéro 16B, ça fait l'angle avec la rue d'Andelot, et c'est juste en face de l'arrêt de tram Musée d'Art Moderne. Et il y a évidemment ce Facebook que vous avez pu noter, des Berthes et des pas mûrs. Frédéric, vous restez avec nous. Merci. Vous aimez le tennis, j'imagine? Ah oui. On trouve des raquettes chez vous? Oui. Eh ben voilà, la boucle est faite. Les IS, aujourd'hui, c'était une journée un peu maussade, comme va nous l'expliquer Mathieu Chanvillard. Ne fais pas ça, ça porte malheur. Non, je ne suis pas superstitieux. Je ne suis pas superstitieux. On joue au tennis, on prend une raquette d'habitude. Moi, ça porte malheur. Si le Racing perd samedi, ça sera de ma faute. Voilà, c'était l'accessoire qu'il fallait pour aller aux IS aujourd'hui. C'est très simple. Je vous l'offre. Allez, vas-y, je le prends. Très bien. Un très beau parapluie. Voilà. Il fallait quoi alors aujourd'hui? Ça, il fallait raquettes, c'était pas la peine. Il faut les laisser au magasin et les acheter pour quand il fera beau, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc, c'était une journée catastrophe. Regardez ces images. C'était toute la journée comme ça au Wacken. Je ne sais pas dans votre village ou dans votre ville en Alsace quel temps il a fait. À Strasbourg, c'est simple, il n'a plu qu'une fois, mais de 8h hier soir jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Résultat, évidemment, on n'a pas pu jouer une seule balle. Les cours du central Patrice Dominguez et même des autres cours n'ont pas été débâchés. Pas une seule balle, alors qu'il y avait quand même encore la moitié des matchs des huitièmes de finale qui devaient avoir lieu sur 4 matchs, plus les 2 matchs qui avaient commencé, dont l'un avait commencé hier soir, celui de Caroline Garcia, notamment la numéro 1 française, match qu'elle avait commencé hier soir et qui avait été interrompu, devinez par qui? Et par la pluie, pardi évidemment. Et donc le programme a pris du retard, catastrophe un petit peu pour les organisateurs, déception pour le public, frustration pour les joueuses aussi, puisqu'à un moment on espérait pouvoir reprendre les matchs vers 13h, puis vers 15h, puis vers 17h, et puis à 18h on a décidé que non, définitivement ça serait une journée sans tennis. Coup dur quand même pour le tournoi strasbourgeois, ce sont les aléas après, mais c'est une journée un petit peu noire de ce côté-là. Voilà, faut bien se dire qu'on s'est un peu foutu de lui quand même toute la journée en disant mais t'es payé à faire quoi aujourd'hui mon garçon? Voilà, ouvrir des parapluies en plein temps. Et en plus j'ai adoré parce que là vous avez vu que des images de pluie. Merci pour le tennis. Alors par contre, comme on a un plateau de midi à 12h30 avec Marine et Cécile, une des questions que le public a beaucoup posé, c'est pourquoi est-ce qu'on joue pas à l'intérieur? Oui, parce que sur le site du tennis club de Strasbourg au Wacken, il y a 4 cours en terre battue, couverts également. Et alors on peut pas jouer du tout le tournoi. C'est complètement
interdit. La Fédération internationale, ça c'est très clair sur les règlements. Il y a 2 choses qui sont possibles, c'est de jouer éventuellement les finales de qualification dans les cours intérieurs. Alors ça s'est produit une fois, c'était en 2010 pareil, où il n'avait plus toute la journée. On peut jouer des matchs de double également. Amandine Hess et Harmonie Tan, les 2 Françaises d'ailleurs, ont joué leur match de double à l'intérieur. Mais en fait les cours, les raisons c'est d'abord que les cours sont de nettement moins bonne qualité, alors que les cours en extérieur sont une excellente terre battue, comme à Roland-Garros, enfin vraiment d'une qualité vraiment optimale louée par les joueuses. À l'intérieur, évidemment, c'est les cours sur lesquels le public joue toute l'année, c'est beaucoup moins bon. Et puis accessoirement, il n'y a pas du tout d'accès pour le public, pour les médias, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de visibilité pour les sponsors, donc on n'est pas du tout évidemment dans le cadre d'un tournoi international. Voilà, on espère qu'il pleuvra pas samedi, c'est la finale. On peut voir quand même que les cours ont quand même été utilisés. Hein. Les Françaises, comme dit, ont joué leur match de double, et puis du coup les joueuses en ont profité pour s'entraîner un petit peu. Alors ça, elles le font d'habitude en extérieur sur des cours, les joueuses réservent des créneaux. Vous avez peut-être vu, mais je ne sais pas si on a vu Samantha Stosur, notamment l'Australienne, qui est venue taper quelques balles à l'intérieur. Alors les filles réservent des créneaux, hein, c'est un peu comme pour n'importe quel autre. Certaines viennent avec leur coach, avec leur sparring partner. Celles qui sont seules demandent à une autre joueuse de réserver le créneau avec elle, histoire d'échanger quelques balles. C'est des petits créneaux d'1 heure à peu près. Chloé Paquet notamment a tapé quelques balles, elle qui avait performé hier avec la plus belle perf de sa carrière. On la retrouvera elle en 8e de finale. Quand on pourra jouer dehors, elle avait éliminé l'américaine Sofia Kenin, tête de série numéro 5. Et puis voilà, on a meublé un petit peu à l'intérieur comme on pouvait. Il y a une mauvaise nouvelle quand t'es joueuse, c'est ça ? Ouais, alors quand ça va pas, ça va pas. Hein. On attendait, c'était le premier match prévu aujourd'hui, celui de l'Australienne Ashley Barty. C'est la tête de série numéro 1, donc la favorite du tournoi, en tout cas la joueuse la mieux classée. Elle est 8e joueuse mondiale. Elle était déjà venue à Strasbourg, en plus elle avait gagné le tournoi en double il y a quelques années. Elle avait 18 ans seulement à l'époque. Elle était demi-finaliste l'an dernier, elle s'était retirée sur blessure. Elle a abandonné, blessée au bras droit cette année. Elle devait jouer ce matin, retirée par forfait. Écoutez sa réaction ce matin. C'est un problème que j'ai déjà eu plusieurs fois par le passé et qui me gêne depuis que j'ai 16 ans et qui m'avait déjà obligée à abandonner dans d'autres tournois par le passé. Et après avoir joué beaucoup de matchs, notamment à Rome ces derniers jours, j'ai à nouveau ressenti cette douleur. J'ai pris un peu de repos et j'ai essayé de rentrer dans le tournoi le plus tard possible. On a mis toutes les chances de notre côté, mais je n'étais pas du tout à 100%. Et avec ce qui arrive, Roland-Garros la semaine prochaine, puis les matchs sur herbe et les 3 prochains mois très chargés, j'ai besoin de prendre soin de mon corps maintenant. Et demain, ça devrait s'arranger côté temps. C'est un peu mieux côté temps, il devrait encore un petit peu pleuvoir, ça devrait commencer très tôt du coup les matchs, probablement à partir de 9h pour rattraper le retard. Puis moi je vais quand même emmener mon parapluie, on sait jamais. On vous retrouve pas ce soir, on vous retrouve évidemment demain pour le journal Les IED. Dans un instant, c'est Tanguy Flores qui va nous rejoindre. Vous serez vous, Sabrina, avec Amandine, c'est juste après ça. Et tous les mardis, place à notre présidente de Femmes de Foot, Sabrina Keller. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et Sabrina, chaque semaine, des personnes d'exception. Ouais, ce soir, c'est un coup de projecteur et un coup de cœur pour la lauréate du Trophée des femmes de l'économie du Grand Est. Excusez-moi du peu, un prix décerné il y a quelques jours. Amandine Aubert, bonsoir, félicitations. Bonsoir, merci. Ce prix met en lumière votre remarquable parcours, votre réussite professionnelle dans le tissu économique de notre région. Est-il nécessaire de créer un prix dédié aux femmes, chefs d'entreprise ? Merci Lionel. C'est une excellente question, un peu difficile, mais je pense que oui, parce que finalement, si ce trophée s'était pas appelé comme ça, je pense que j'aurais pas candidaté. Donc, parce que je pense que la première chose qui m'a fait candidater, c'était de me dire, ok, pourquoi pas mettre en lumière mon parcours et oser me mettre en lumière parce que je suis une femme. Donc, c'est fou. Donc vous êtes PDG d'EcoGreen Energy. De manière globale, vous accompagnez les industries dans leur maîtrise d'énergie. Vous nous dites un peu plus, parce que c'est pas trop mon domaine. Hein. Alors effectivement, notre métier, c'est de recycler l'énergie rejetée par les industriels. On appelle ça l'énergie fatale. Donc l'idée, c'est de lui donner une seconde vie, comme recycler veut bien le dire. Et donc on investit des usines pour le compte de nos clients. Donc on leur offre une investigation qui permet en fait de leur proposer une solution clé en main de revalorisation d'énergie fatale. Une sorte d'audit. Voilà, enfin, du coup, on démarre par l'investigation, l'audit, et ensuite on apporte la solution clé en main avec le financement, et en fait on l'apporte sous forme de contrat de chaleur verte.
Donc on est devenu en fait en 10 ans un fournisseur d'énergie. Des gaz verts, des énergies vertes. C'est l'énergie thermique qu'on réinjecte donc au niveau des consommateurs industriels. Et donc c'est pas qu'un bureau d'études, quoi. Ça propose vraiment des solutions et c'est là où vous avez été très forte. C'est pour ça que votre réussite est incontestable et que c'est une croissance à 2 chiffres depuis quelques années. Hein. Ça marche plutôt très bien. Oui, alors effectivement, il a fallu être patient parce que on a créé la société en 2008, donc ça fait 10 ans, on a fêté nos 10 ans fin de l'année dernière. Ça a été très long parce que j'imaginais que le marché de l'économie d'énergie allait plus rapidement, les prises de conscience allaient être plus rapides. Et au final, ça fait 3 ans qu'effectivement, on double notre chiffre d'affaires chaque année et qu'il y a une vraie conscience, une prise de conscience des industriels qu'il faut maintenant agir et agir vite. Combien de salariés ? Alors aujourd'hui, on est 38 salariés. Alors vous êtes au top de l'innovation, de l'environnement, mais j'ai aussi invité Lionel Amandine parce qu'il y a des valeurs fondamentales chez cette PDG, notamment la liberté. Ça, c'est fondamental chez vous. Oui, alors c'est un peu une obsession, je crois. Elle m'a été transmise par ma maman. Voilà. Elle m'a toujours parlé de cette fameuse liberté. Je n'avais pas tout à fait compris, je crois, le sens et la profondeur. Mais en tout cas, maintenant, je me rends compte qu'elle m'a animée il y a 10 ans. J'ai cherché à être libre, donc à créer un job qui puisse correspondre aux valeurs qui m'animent. Et donc j'ai la chance aujourd'hui d'être libre à la fois dans mon job, mais aussi être libre vis-à-vis justement d'investisseurs ou d'énergéticiens. Dans mon métier, c'est important. Je pense qu'on puisse intervenir chez les industriels en toute liberté par rapport aux énergéticiens. Et vous êtes une fervente défendrice de la parité. Alors la mixité, c'est pareil. Hein. Chez vous, c'est un vrai combat. Au sein de l'entreprise. Hein. Au sein d'entreprise et dans la vie en règle générale. Freddy Rum, qui est votre associé, vous dites de lui, vous avez une relation juste et complémentaire et c'est ça la clé de la réussite. Il faut de la mixité et de la parité. Alors clairement, justement, je pense que de la liberté découle la vraie mixité pour moi et ce que je pense finalement, c'est que si on veut vraiment agir sur des événements quels qu'ils soient, en tant que femme, on doit retrouver notre liberté fondamentale en fait d'être nous-mêmes. Et je pense que les hommes doivent nous laisser la place finalement de reprendre ce pouvoir et d'être nous-mêmes. Et je pense que c'est justement la juste... Vous comprenez pourquoi je l'ai invité aujourd'hui, hein, quand même, hein, on comprend. Vous rappelez qu'il y a 3 femmes pour 2 hommes sur le plateau. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vous êtes patronne, vous réussissez, vous êtes dans un secteur d'avenir. Quelque part, vous l'avez crevé, le plafond de verre que dénoncent énormément de femmes, justement, ce fameux seuil au-delà duquel c'est très difficile de percer et de prendre des postes à responsabilité dans la société civile. Ça veut dire qu'il est en train de se fissurer, que vous êtes un modèle, que d'autres femmes doivent suivre et que bientôt ça n'existera plus ? C'est ce que j'espère en tout cas. Et moi j'ai pris conscience effectivement de mes propres valeurs et je pense que c'est simplement ça qui m'a permis d'à chaque fois de me dire ok, je peux aller plus loin. Et ce fameux plafond de verre, de remonter un peu plus à chaque fois et sans doute à un moment de se lâcher et de dire ok, finalement il y en a plus quoi, il y en a pas. Donc, une dernière petite question. Vous avez créé une association au cœur des femmes en quelques mots. Alors voilà, effectivement, ce que aujourd'hui j'ai envie de transmettre, c'est que finalement, avec nos qualités du féminin, on peut mettre en avant ces qualités du féminin et elles sont complètement complémentaires avec le masculin. Et à travers cette association que j'ai co-créée avec 25 femmes, on met en commun nos qualités, nos convictions pour pouvoir, à travers trois axes bien spécifiques, accompagner des femmes à la fois et des hommes aussi à la compréhension de ce que c'est que le féminin, à la fois sur un axe d'éducation, donc aller intervenir dans les écoles, les collèges et les lycées pour expliquer les différences mais aussi les similitudes et intervenir dans les entreprises pour du coaching, pour accompagner les femmes et les hommes à ce qu'on trouve une complémentarité dans le milieu professionnel. Et le troisième axe qui est du développement personnel, connaissance de soi. Amandine Aubert, vous avez bien fait de l'inviter ce soir. Ça a été un plaisir. Vous restez avec nous. Vous allez avoir désormais toute l'actualité de Chap. Salut Tanguy, parce que tout à l'heure, t'es rentré sur le plateau rapidement. C'est l'heure de Chap. Et on va commencer avec un petit problème mathématique. On prend un chat, un deuxième chat,
Un garçon, une fille, ils s'aiment, ils font des bébés, ils font des poutous. Question, dans 4 ans, combien de bébés chats vous avez sur les bras? Amandine. 70 70. 30 120. Lio. Je serais plutôt sur 70-80 aussi. C'est vrai? Ouais. 20 000. Non. Ah oui, parce que la multiplication. Ça se reproduit au carré. pire que des lapins. Et c'est l'un des credos de la SPA de Strasbourg. Et ce sont des vraies études, c'est des vrais chiffres. 2 chats en 4 ans, ça en fait 20 000. Ils ont lancé une campagne il y a quelques temps de stérilisation de chats libres. Ce sont les chats qui vivent en colonie, à la sauvage, dans les villes, dans les campagnes. Et ça crée de véritables problèmes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas à manger, ils sont souvent maltraités, blessés. Et puis ça crée des nuisances. Et le but du jeu, c'est de les stériliser, tout simplement, pour éviter cette reproduction d'être débordée. Il y a eu un papier qui est sorti aujourd'hui à Marseille, je crois qu'ils ont stérilisé des milliers de chats l'année dernière. C'est un véritable problème dans toutes les grandes villes d'Europe. Eh bien, la SPA fait ça vachement bien, mais sans le sou. Ils ont besoin d'argent. Ils ont lancé une campagne de mécénat il y a quelques temps. Ils ont besoin d'entreprises. Pourquoi pas vous? Tiens, à un moment donné, mettre le petit billet qui va bien. On recycle les énergies. On peut aider la SPA aussi. Ou alors on peut tout simplement faire un chèque à la SPA. Ils ont stérilisé l'année dernière quelques dizaines de chats, 70 si ma mémoire est bonne. Ils sont déjà à 80 sur les 4 premiers mois de l'année. Ça coûte une blinde, 70 € la stérilisation. Vous faites le compte avec les centaines de chats qu'il faut faire. La SPA de Strasbourg a besoin de 20 000 €. Chap a rencontré la présidente de la SPA dans la chatterie de Strasbourg. C'est plutôt pas mal, c'est mignon, il y a plein de petits chats. T'aimes bien les chats? Je dirais rien. Allez, regardez. Un chat libre, c'est un chat qui vit dans une population, dans une colonie, et qui se trouve laissé à lui-même. Et le principe, c'est qu'en fait, nous souhaiterions limiter la prolifération de ces chats qui vivent très mal ces principes de colonie, qui peuvent avoir de graves maladies, qui peuvent se faire renverser, qui n'ont pas à manger, qui ne sont pas soignés et qui se démultiplient de façon exponentielle. Et le but, c'est de capturer ces chats, de pouvoir les soigner, les stériliser ou castrer, selon le sexe, et après de les relâcher sur site, sachant que quand on trouve des bébés, le but aussi c'est de les sociabiliser pour qu'ils trouvent une famille d'adoption définitive et un confort de vie comme tout être humain, comme tout animal aussi d'ailleurs. Une chatte, c'est 2 portées par an. Un couple de chats, au bout de l'année N+4, c'est 20 000 chats qui sont effectivement livrés à eux-mêmes. Et le fait aussi de les castrer, stériliser évite qu'ils attrapent trop de maladies. Et c'est vrai qu'il y a des villes qui prennent en charge donc toute cette démarche, on est d'accord. Il y a Toulouse, il y a Saumur, il y a d'autres villes. Et il faut que les municipalités s'engagent. Ça fait partie de leur environnement. C'est comme les oiseaux, c'est comme n'importe quel animal en liberté. Ils existent, et il faut s'en occuper. 20 000, ça nous permettrait vraiment d'aider les gens qui nous ramènent ces chats, ou ça nous permettrait de chercher ces chats plus aisément. Mais de toute façon, ce serait un problème sans fin. Parce que je pense qu'il y aura toujours des chattes et des chats qui se reproduiront donc en toute liberté. Il est temps qu'on se lance, nous aussi, et qu'on arrive à sensibiliser la communauté urbaine, l'Alsace. Soyons fous. Et voilà pour l'actualité de Chap. Merci beaucoup Tanguy, merci Sabrina, fin de cette édition. Dans un instant, c'est le tour des cantons. Merci beaucoup Amandine et Frédéric. Je rappelle qu'on peut venir chez vous des Berthes et des Pamures pour une économie qui fait du bien au porte-monnaie et qui permet à toutes sortes de gens de pouvoir s'habiller dignement, de trouver des jeux, des jouets et des livres. Merci. Ça a été un plaisir. Le tour des cantons à présent, c'est préparé par Adrien Labi. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut. Le 29 octobre dernier, le gouvernement et les élus locaux alsaciens signaient l'accord de Matignon, point d'arrivée d'un intense lobbying politique porté par les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Acte de renaissance institutionnelle de l'Alsace, l'accord prévoit la création d'un super département alsacien doté de compétences étendues dans les domaines du transfrontalier, du bilinguisme, de l'attractivité, des transports et de la culture. À l'horizon 2021, la collectivité européenne d'Alsace devrait voir le jour. Mais avant toute chose, une loi doit fixer ses compétences. Première étape, le Sénat. Mais avant même l'examen du texte, la commission des lois et le Conseil d'État changent le nom de la collectivité pour département d'Alsace. Une transformation qui ne convient pas aux élus alsaciens. Les enjeux de l'Alsace, c'est aujourd'hui sa capacité à agir à la bonne échelle.
Nous avons obtenu beaucoup de choses dans le travail avec le gouvernement, mais aujourd'hui, il faut que ça se traduise dans un projet de loi qui permette de renforcer les compétences pour agir sur le territoire. Alors, certains reviennent sur des dénominations de noms. D'autres essaient de remettre en cause les acquis des accords de Matignon. Ça, bien évidemment, je ne peux pas l'accepter. Moi, je compte sur les parlementaires, d'abord les sénateurs et ensuite les députés, pour renforcer encore le texte. Ils sont dans leurs responsabilités. J'attends d'eux qu'ils soient encore plus dans l'action pour que nous obtenions des compétences nouvelles. Devant le Sénat, un débat s'engage autour des différents points du texte. 120 amendements seront ainsi déposés. 2 d'entre eux visent à rétablir le nom initial de Collectivité européenne d'Alsace. Derrière ces amendements, les sénateurs du Haut-Rhin, Patricia Schillinger et René Danesi, tous deux ont été adoptés. C'est la première fois en France que l'on fusionne 2 départements et que l'État lui accorde un certain nombre de compétences. Et donc, il nous paraissait nécessaire de même montrer qu'il y a une différence, d'où le nom de collectivité. Donc, Collectivité européenne d'Alsace, pourquoi ? Parce que la caractéristique principale de cette collectivité, dans les compétences nouvelles qui sont les siennes, c'est la coopération transfrontalière. Pour les sénateurs alsaciens, la question essentielle reste ses compétences, car juridiquement, cette future collectivité reste un département. André Reichert, sénateur du Bas-Rhin, propose lui d'en faire une collectivité à statut particulier. Sa proposition n'a pas été suivie par ses confrères. Le gouvernement nous a dit qu'il voulait faire de cette collectivité européenne Alsace l'exemple de la différenciation institutionnelle entre les différentes collectivités de France. Alors ça c'est son langage, c'est ce qu'il dit qu'il veut faire, mais en fait, comme je viens de le dire, dans cette collectivité européenne d'Alsace, dans le projet de loi, il y a très très peu de choses en matière de différenciation, très peu de choses qui concernent spécifiquement l'Alsace. Au cœur de la future collectivité, le transfrontalier. Pendant la séance, le sénateur du Bas-Rhin, Jacques Bigot, a rappelé la nécessité pour cette collectivité d'avoir un vrai pouvoir de négociation, notamment sur le schéma transfrontalier. J'ai évoqué la question du sanitaire. On sait que plein de nos concitoyens qui travaillent en Allemagne ou qui sont proches de l'Allemagne regrettent de ne pas pouvoir aller dans des hôpitaux de proximité qui sont de l'autre côté du Rhin. Or, l'accord franco-allemand qui remonte à 2007 n'est absolument pas respecté et appliqué par l'Agence régionale de santé. Donc on sent très bien que on a besoin de décentralisation, de plus de décentralisation. Elle ne sera pas au rendez-vous de ce texte. Le 4 avril au soir, le texte de loi est adopté en première lecture par le Sénat. Pour être promulguée, la loi devra ensuite être adoptée par l'Assemblée nationale. Dans les conseils départementaux, on a suivi avec attention l'examen du texte. Dans le texte qui est sorti du Sénat, eh bien, on ne retrouve pas tout l'accord de Matignon. Par contre, il y a un certain nombre d'avancées que j'espère qu'elles vont rester suite à la lecture par l'Assemblée nationale, ou peut-être même amplifiées. Un exemple parmi d'autres, le Sénat nous autorise, collectivité européenne d'Alsace, à gérer certains crédits européens. Eh bien, dans le cas de la collectivité européenne d'Alsace, dont le cœur du projet est justement l'Europe et le transfrontalier, il me semble tout à fait indispensable de pouvoir avoir la gestion d'un certain nombre de crédits européens. 15 jours après le vote du Sénat, la ministre Jacqueline Gourault, en visite dans le Bas-Rhin, souhaite rassurer ses interlocuteurs alsaciens. La loi sera conforme à ce qui a été négocié. Il y a un accord qui s'appelle les accords de Matignon, qui fixe évidemment les grandes trames de la loi. Tout cela a été beaucoup travaillé, beaucoup discuté avec les ministères concernés par les différentes thématiques qu'il y a à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a eu au Sénat des gens qui ont voulu changer le nom, qui ont voulu introduire des choses dans la loi. Ce que nous allons d'une manière générale faire, c'est respecter les accords de Matignon. Le but de la visite de la ministre est de pouvoir échanger avec les exécutifs départementaux en vue du prochain passage à l'Assemblée. Le président du Bas-Rhin se dit globalement satisfait de ce qui est ressorti du Sénat, mais reste vigilant sur certains points, objet des discussions avec la ministre. Nous, il faut nous assurer, c'est-à-dire que par exemple, nous allons prendre des responsabilités sur les routes. En récupérant les autoroutes non concédées, donc la 35 notamment, il faut s'assurer que nous ayons bien les recettes afférentes
au coût d'entretien de cette route-là. Donc, dans les projets futurs aussi d'aménagement structurant routier, il faut s'assurer que le fait qu'on gère cette route ne nous prive pas de moyens de l'État supplémentaires pour financer ces projets structurants. Le rôle de la collectivité comme chef de fila du transfrontalier, les moyens aussi, les fonds européens que nous souhaiterions pouvoir gérer pour mener à bien cette politique-là. Donc tout ça, il faut que ce soit bien précisé dans le texte. Et donc, nous nous assurons de tout ça. Et tout ça, c'est un travail de fourmi, à la fois technique, administratif et politique. Le texte de loi devrait être examiné par les députés à la mi-juin. Si les deux assemblées tombent d'accord sur l'ensemble des articles, la loi pourrait ainsi être adoptée au mois de juillet.